Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 2 juillet 2025, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako, où seulement 28 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, les positions des forces armées maliennes à Nioro, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli, Gogi et Kaï ont été visées hier par des attaques coordonnées selon un communiqué rendu public par l'état-major général des armées. Les FAMA ont répondu à ces attaques par une riposte foudroyante et vigoureuse, faisant plus de 80 morts dans les rangs de l'ennemi, en plus d'un important lot d'équipements saisis. Nous écouterons le commandant de la zone de défense numéro 4 au micro de Kansuku Kanouté de la station régionale de Kaï. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 2 juillet 2025, direction Séville en Espagne, où les pays de la Confédération de l'AES parlent d'une même voix lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Et c'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a livré le message de la Confédération à la communauté internationale. Un message frappé du sceau de l'engagement de l'AES en faveur du multilatéralisme et de la prise en compte des intérêts des populations des 3 pays. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit son dossier sur le plastique, une matière qui pollue de manière préoccupante notre environnement. Aujourd'hui, il est question du rôle clé que les femmes peuvent jouer pour inverser la tendance en préservant notre environnement. Enfin, en sport, football, on parlera de la CAN féminine Maroc 2025. Les Aigles dames sont en veillée d'armes au Maroc où la compétition démarre dans quelques jours. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matila. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les positions des forces maliennes à Nioro, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli, Gogi et Kaï ont été visées hier par des attaques coordonnées selon un communiqué rendu public par l'état-major général des armées. La teneur de ce communiqué avec Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 1er juillet 2025, des groupes armés terroristes se sont attaqués à la population et à certaines positions des forces de défense et de sécurité. C'était dans les localités de Nyono, Molodo, avec des tirs d'obus, Sandaré, Kaï, Diboli, Nioro du Sahel et Gogi. Ces attaques simultanées et coordonnées ont eu le soutien de sponsors étatiques dont la présence a été surtout avérée courant les affrontements de ces jours. La détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à s'aimer la panique, la peur et le désarroi. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où il s'est attaqué aux positions FAMA. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés. Un véritable arsenal de guerre est récupéré, dont des armes lourdes sur véhicules, des PKM, des PM, des munitions de tout genre, des radios talkie, plusieurs motos et des véhicules. Les forces de défense et de sécurité sont déterminées à protéger les personnes et leurs biens conformément à leur mission régalienne. Elle remercie la population pour son soutien indéfectible et sa détermination à accompagner les FAMA dans cette lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées rassure que les forces armées maliennes ne ménageront aucun effort pour le retour de la paix et de la quiétude auprès de la population malienne résiliente et combative. La tentative de déstabilisation de haut niveau des terroristes dans la capitale des Raïto hier mardi n'a pas abouti. Les forces de sécurité maliennes ont repoussé avec vigueur et précision ces hommes sans foi ni loi. Le ratissage a suivi son cours de Kaï jusqu'à Ambideli et environ. Le commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Boubou Bokoum, rassure les populations. Il est au micro de Kansutu Kanouté. Il s'agit d'une attaque terroriste simultanée contre les forces de défense et de sécurité de Sandaré, de Nioro, et puis après de Kaï. L'attaque a débuté à partir de 05h45 contre les forces de défense de d'abord Sandaré et Nioro, et puis après de Kaï. Alors, grâce à la réactivité, à l'engagement, la détermination et à la combativité de toutes les forces de défense et de sécurité dans ces 3 localités, l'ennemi a été neutralisé avec succès. Le moral de la troupe
et au beau fixe, cela va continuer, Inch'Allah. J'en appelle à l'engagement et à la détermination de tous, y compris la population, de faire en sorte d'aller vers un peu plus de détermination pour éradiquer ces fléaux qu'est le terrorisme partout où elle se manifeste. C'est le lieu de féliciter ici la population de ces 3 localités pour le soutien qu'elle a apporté aux forces de défense et de sécurité. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit à Séville en Espagne où séjourne le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le régional de division Abdoulaye Maïga. Les pays de la Confédération de l'AES parlent d'une même voix lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. Ceci traduit l'engagement de cet espace en faveur du multilatéralisme tout en prenant en compte les intérêts des populations des 3 pays. Et c'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a livré le message de la Confédération à la communauté internationale. Envoyés spéciaux en Espagne, Mamari Kone et Ali Outouri. Le Premier ministre chef du gouvernement et représentant du président de la transition porte la voix de la Confédération des États du Sahel, AES, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. La participation des 3 pays traduit leur engagement commun à défendre les intérêts des populations de l'AES. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. L'enjeu pour nous d'être là, c'est d'abord de participer à la décision. Faire en sorte que on ne discute plus du Sahel sans les Sahéliens, loin du Sahel. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi de faire porter les préoccupations du Sahel. La question sécuritaire est souvent oubliée dans l'analyse de la situation de développement. Les pays sahéliens subissent le poids de l'insécurité qui impacte leur capacité à implémenter les politiques de développement public. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. On est là pour voir les possibilités qui s'offrent à nous, surtout en tant que pays enclavé. L'autre axe, c'est la coopération internationale. C'est à travers la coopération internationale que nos pays comptent avoir les outils pour justement mettre en valeur ces ressources naturelles. L'un dans l'autre, il y a la soutenabilité de la dette, il y a le choc de financement, les droits de tirage spéciaux. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous venons à cette session en partageant notre approche, notre expérience, que nous ne sommes pas là les mains tendues, mais nous sommes à la recherche de collaboration, de partenariat et que l'effort essentiel viendra d'abord de nos pays et que les autres doivent articuler leur soutien dans le respect de nos priorités et en prenant en compte la souveraineté de nos pays. C'est vraiment le message important que l'AES et ses dirigeants ont tenu à faire porter. À Séville, c'est le Premier ministre chef de la délégation malienne qui s'est adressé à la communauté internationale au nom de la Confédération de l'AES. Dans son intervention, il a rappelé l'engagement des pays du Sahel envers les populations. Pour lui, il s'agit de faire de la Confédération de l'AES une puissance régionale panafricaniste et d'améliorer les conditions de vie des populations en mettant fin à leur torture et à leur souffrance. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation,
de la transition énergétique. À Séville, le Premier ministre a reçu en audience le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. Le maintien du dialogue politique de haut niveau et le suivi de la dernière visite du vice-secrétaire général de l'ONU au Mali ont été évoqués lors des entretiens. Le deuxième volet de l'actualité AES nous conduit à Ouagadougou, au Burkina Faso, où l'accès à une énergie fiable et abordable est au cœur des débats. La 5e réunion ministérielle de l'initiative Desert to Power réunit les pays du Sahel pour faire le point sur les projets réalisés et formuler des recommandations en faveur de la transition énergétique. Depuis Ouagadougou, Issoufou Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso nous en dit plus. Assurer le développement économique et social aux pays membres et de meilleures conditions de vie aux populations à travers la réalisation d'infrastructures énergétiques adaptées et durables, tel est l'objectif général de l'initiative Desert to Power. Le ministre en charge de l'énergie se réjouit de l'initiative dont le bilan en 6 ans d'existence est satisfaisant. Yacouba Zabri Gouba. Environ 15 projets d'investissement ont été développés dans ces 5 pays concernés par la première phase. Au Burkina, un certain nombre de projets ont vu le jour. Il s'agit notamment de la centrale photovoltaïque de Gonsin qui a pu injecter environ 42 MW crête à partir de 2024. C'est notamment également le projet Yélène électrification rurale qui, malgré quelques difficultés, connaît aujourd'hui une avancée parce que nous avons voulu bien restructurer ce projet. C'est également le projet de PDCL qui vise également à accélérer l'électrification pour que davantage de populations puissent en bénéficier. Desert to Power est une initiative de la Banque africaine de développement, BAD, pour son vice-président du complexe de l'énergie, des changements climatiques et de la croissance verte. L'implication du secteur privé est essentielle pour une mise en œuvre effective de ces objectifs. Dr Kevin Kariuki. At the third ministerial meeting in Nouakchott, on sait très bien que le secteur public ne peut pas, pour accélérer les projets, de s'assurer qu'on arrive à vraiment injecter les mégawatts et bénéficier les populations. Nous sommes obligés de trouver des outils qui vont accélérer la mise en œuvre de ces projets. Et c'est ça, ces deux projets, ces deux outils que nous allons les présenter aujourd'hui et aussi les faire valider par les ministres. L'initiative Desert to Power a été lancée en septembre 2019 à Ouagadougou. Sa 5e réunion ministérielle se tient après 2 années d'interruption et connaît la participation de Djibouti. Enfin, dernier élément à verser à cette page AES, il nous conduit à Kigali au Rwanda, où séjourne actuellement le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances du Niger. Ali Mahaman Lamine Zen prend part au sommet sur l'innovation dans le secteur de l'énergie nucléaire pour l'Afrique. L'enjeu du sommet est de réfléchir et renforcer la promotion et l'utilisation des petits modulaires. Envoyé spécial de la Voix du Sahel à Kigali, Abari Amiti. C'est à la tête d'une importante délégation que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est arrivé à Kigali. Ali Mahaman Lamine Zen est accueilli par le conseil principal du président de la République du Rwanda et le ministre des Mines du pays hôte. La délégation nigérienne prend part au sommet sur l'innovation dans le secteur de l'énergie nucléaire pour l'Afrique. Délégation composée également du commissaire colonel Abarchi Ousmane, ministre des Mines, Abdelrazak Abdou Moumouni, conseiller spécial énergie du président de la République, chef de l'État, Amadou Abdou Kounou, conseiller spécial chef du département pétrole et énergie du Premier ministre. La question du nucléaire au cœur de ce sommet sur un continent où 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. L'énergie nucléaire à bas carbone et à coût compétitif est une option viable. Ce sommet regroupe des décideurs politiques, des industriels et des experts pour échanger sur le thème le potentiel des petits modulaires et du micro-réacteur pour accélérer la transition énergétique de l'Afrique. Le rôle de l'innovation nucléaire et le succès des infrastructures ainsi que du financement permettra de développer des technologies autour de cette énergie qui est désormais reconnue comme une solution durable. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et un mot de l'ONU pour dire que faute d'argent, le PAM menace de fermer des camps de réfugiés soudanais alors que les 2/3 de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim. La famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger.
Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les pays concernés sont l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Ils accueillent près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial n'arrive plus à suivre. L'effondrement des financements américains dédiés à l'aide internationale décidée par l'administration de Donald Trump pourrait entraîner plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030 parmi les plus vulnérables, dont un tiers d'enfants. C'est ce qui ressort d'une projection publiée hier dans la revue spécialisée The Lancet. La suspension de cette aide risque d'interrompre brutalement, voire d'inverser 2 décennies de progrès pour la santé des populations vulnérables. Pour de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, le choc qui en résulterait serait d'une ampleur comparable à celle d'une pandémie mondiale ou d'un conflit armé majeur. Tels sont les commentaires de David Razela, co-auteur de l'étude et chercheur au Barcelona Institute for Global Health, cité dans un communiqué. La page au sport dans un instant. En Europe, le marché des transferts s'active. Plusieurs tractations sont en cours. Certaines ont même abouti à des transferts déjà conclus. CAN féminine au Maroc, la compétition démarre dans quelques jours. Quant à notre sélection féminine senior, elle est déjà au Maroc et affûte ses armes en vue de la compétition. Arts martiaux, taekwondo, notre pays abrite 2 compétitions d'envergure qui regroupent plus de 400 athlètes venus de divers horizons. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Alidio Matina. Foot féminin, la 10e journée du Caridas du championnat national féminin se joue demain jeudi. Au stade Mamadou Konaté à 16h, l'AS Mandé affronte les Super Lions. Les 2 formations avaient perdu lors de la première journée. À la même heure, au stade Wenzen Koulibaly, les 2 vainqueurs de la journée inaugurale, Amazon de la commune 5 et l'USFAS, vont se croiser. Toujours foot féminin, l'équipe nationale senior dames poursuit sa préparation au Maroc en vue de la CAN féminine qui démarre dans quelques jours. Après le nul 1-1 contre la Zambie, l'équipe nationale affronte demain jeudi une sélection locale du Maroc avant de rallier sa base. À la CAN au Maroc, les Aigles dames sont logés dans le groupe C en compagnie du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Le Mali fera sa première sortie le lundi 7 juillet à Berkane contre la Tanzanie. Ensuite, les Aigles dames joueront le 11 juillet contre le Ghana avant d'affronter le 14 juillet l'Afrique du Sud. La CAN 2025 au Maroc, c'est du 5 au 26 juillet. Notre pays organise depuis hier et ce jusqu'au 6 juillet 2 compétitions d'envergure de taekwondo, à savoir les séries africaines Open de la zone 2 et 3 de l'Afrique de l'Ouest en cadet junior et senior et le championnat des clubs africains en junior et senior. Là-dessus, écoutons le président de la Fédération malienne de taekwondo, Alioune Badra Traoré. Notre pays a l'honneur d'abriter pour la toute première fois de son histoire 2 grandes compétitions de ce genre. Plus de 450 athlètes venus de divers pays africains et du monde. À cela s'ajoute la présence prestigieuse de l'Union russe de taekwondo, ainsi que de 2 champions olympiques de renommée internationale qui animeront un masterclass et un camp d'entraînement exceptionnel à l'endroit de nos athlètes. Alors, c'est une occasion historique pour notre pays. Ces compétitions marquent la toute première organisation de ce type au Mali et représente une véritable chance pour notre jeunesse sportive, supporters, amoureux du sport et citoyens pour qu'ils viennent massivement suivre ces compétitions et soutenir nos athlètes. Quelques nouvelles des transferts en Europe. Après Paul Pogba, l'AS Monaco officialise l'arrivée de l'attaquant du Barça Ansu Fati sous forme de prêt. En échec en Catalogne et souvent freiné par des blessures, Fati a donc fait le choix de l'AS Monaco pour se relancer. L'expérimenté gardien de but Kepa vient de s'engager avec les Gunners d'Arsenal. L'international espagnol qui a évolué dans plusieurs clubs va tenter d'apporter son expérience au club londonien en tant que doublure de David Raya. L'attaquant français Olivier Giroud signe son grand retour à la maison après quelques temps à Los Angeles FC aux États-Unis. Giroud va désormais évoluer avec Lille. Sa présentation sera faite ce mercredi. Chronique de l'environnement. Oui, elles sont mères, commerçantes, restauratrices, ménagères, transformatrices.
Et dans l'exercice de leurs activités, les femmes utilisent quotidiennement des sachets plastiques, souvent par facilité, parfois par habitude. Du coup, elles détiennent un pouvoir immense dans la lutte contre ce fléau environnemental. En modifiant leurs pratiques et en devenant ambassadrices du changement, les femmes peuvent inverser la tendance. Ce numéro de la chronique de l'environnement leur donne la parole et souligne leur rôle clé dans la préservation de notre cadre de vie. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les marchés, les cuisines, les cours familiales ou encore dans les activités de transformation agroalimentaire, les sachets plastiques sont omniprésents. Ils sont souvent utilisés en masse par les femmes, mais ces mêmes sachets, lorsqu'ils sont jetés après une seule utilisation, étouffent les sols, obstruent les caniveaux, polluent les eaux et mettent des centaines d'années à se dégrader. Pourtant, les femmes peuvent être les premières actrices de changement, comme le souligne Diallo Oumou Keïta, directrice exécutive de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Si on veut faire un changement, on est obligé de passer par les femmes. Aussi, c'est elles aussi qui sont en train de faire le changement. Je le dis en me basant sur des faits concrets sur le terrain. Il y a pas mal de femmes environnementalistes, de femmes actrices qui sont déjà sur le terrain pour faire la sensibilisation concernant la salubrité, qui sont en train de poser des actes concrets en transformant les sachets plastiques en sacs, en transformant les sachets plastiques en objet de décoration. Et je pense que l'éveil de conscience est déjà en marche. C'est aussi le combat de Maïga Fatoumata Sogona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques au Mali à la Fondation Santé Environnement, qui mène des campagnes de sensibilisation sur les effets nocifs du plastique. Dans les temps anciens, nos mamans partaient au marché avec des paniers, avec des tasses, et les produits étaient triés par catégorie une fois arrivés à la maison. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les femmes partent au marché bras ballants avec rien du tout et chaque produit est mis dans un sachet plastique, sinon doublé, et tout se retrouve ensuite dans un grand sachet plastique qu'ils appellent les grands sachets bleus. Donc elles retournent avec tout ça à la maison et l'ensemble de ces sachets plastiques se retrouve dans la poubelle. Donc dans les familles, si vraiment les femmes sont convaincues du danger de l'utilisation du plastique, toute la famille sera convaincue et on pourra avoir un impact en commençant par la famille. Pour Adama Dramé, présidente de l'Association pour le développement des activités féminines à Badiangara, sa structure s'active avec l'appui de l'ONG Yaktou dans la lutte contre les sachets plastiques. Nous avons compris que les sachets plastiques menacent directement notre santé, nos sangs, nos animaux et même nos activités économiques comme le maraîchage et la vente d'aliments. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les marchés, les écoles et les quartiers. Certaines femmes ont même abandonné les sachets pour utiliser les tissus que nous fabriquons localement. Les femmes, en modifiant leurs habitudes, en devenant des relais dans leur communauté et en formant les jeunes générations, peuvent inverser la courbe. Encore faut-il que les politiques publiques les soutiennent davantage. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Le gouvernement est en train de soutenir les initiatives féminines dans la mise en œuvre des activités de l'assainissement. Un exemple frappant est l'assainissement du quartier de Nyamakoro, organisé par le ministère de l'Environnement à travers la DNACPN et l'UNICEF. Et donc cette initiative a consisté à rendre le quartier de Nyamakoro propre à travers le renforcement des capacités de 4 principaux IGE qui interviennent dans Nyamakoro. Les femmes sont au carrefour des usages, mais aussi des solutions, en valorisant leur rôle dans la lutte contre le plastique, en renforçant leur pouvoir d'action. Nous pouvons bâtir une écologie inclusive, concrète et durable. À 7h passées de 24 minutes à Gouzouré, dans la banlieue de Gao, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Sidi Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.